Chapitre 3. Le dernier voyage du conquérant. Sur Digger, Aqualus et Cléonis ont commencé les travaux de reconstruction de l'Espérance, bien endommagée lors de leur arrivée et qui est devenue leur habitation. Mais, pour le remettre en état, le travail est titanesque. En effet, une déchirure de l'empennage au cockpit lui fait prendre l'air complètement. Des hublots ont explosé et une fissure sur le longeron est maintenant visible. Plus grave encore, le système de propulsion éthérique est détruit sur l'avant du vaisseau qui s'est écrasé sur des parois de pierre. Aqualus a fait un inventaire des dégâts et dit à Cléonis : « Peut-être arriverai-je à ressouder la coque, mais je doute pouvoir réparer le moteur, car ce sont des pièces trop rares et spécifiques. Combien de temps me faudra-t-il pour tout faire ? Peut-être que nos amis auront disparu avant que j'aie fini. Aqualus, ne te pose pas trop de questions. Fais ce que tu peux, et dis-toi que nous ne pouvons rien faire d'autre. Quant à Jack et Starker, ils ne peuvent que suivre leur chemin. Tu ne peux rien y faire, rien y changer, mais ton travail les aidera. Personne n'a jusqu'à présent fait de tels travaux à ma connaissance. Aqualus, tu as des pouvoirs depuis ta naissance. Certes, j'ai aussi les mêmes, je peux t'aider. Un travail époustouflant commence. Par la force de son regard, Cléonis lève les traves du vaisseau, pendant qu'Aqualus entame les soudures par sa force psychique. Il faudrait les relier et apporter de la matière pour créer un véritable cordon de soudure. Fatiguées, elles abandonnent pour le moment. « Je n'y arriverai jamais, c'est épuisant et sans résultat, dit Aqualus. « Allons nous reposer, suggère Cléonis. Demain, nous trouverons bien une solution. » Le soir, après le dîner, Aqualus est bien soucieuse. « Cléonis, crois-tu que nous trouverons un jour cette graine d'étoile qui nous fait courir depuis des mois ? C'est Jacques qui devra répondre à cette question. Je me demande aussi où cette quête nous mène. Par qui avons-nous été propulsés dans cette direction ? D'ailleurs, je me suis demandé quelle force est intervenue le fameux soir où tout a basculé. Par quel phénomène toutes les femmes de l'Unis sont-elles devenues stériles ? Voilà beaucoup de questions à la fois, Aqualus. Je pense répondre au moins à une. C'est que tout cela nous conduira tous à notre point de départ. Nul n'en réchappera. Que veux-tu dire, nul n'en réchappera ? Nous allons tous mourir ? Ah non, pas du tout. Toi encore moins que les autres. Mais je crois que l'existence, telle que nous l'avons connue sur nos planètes, est terminée, et qu'il faut s'apprêter à une autre forme de vie. C'est peut-être pour cela que les femmes sont stériles depuis la venue du messager sur votre planète. Du reste, je crois que tout ce qui arrive est, d'une certaine façon, rationnel. Je doute qu'il y ait une magie vaporeuse qui nous entoure. Mais tout s'explique, comme la vie, comme la mort. Avant l'arrivée de Jacques, tu étais enfermé dans tes limites de l'univers et des galaxies. Mais sa présence auprès de toi t'a fait découvrir ta véritable dimension et vocation. Tu commences à t'éveiller à la vie, ce qui veut dire, je veux te faire comprendre, que ta conscience a changé et qu'une lumière t'a tiré de ton sommeil. Maintenant prends conscience que nous sommes les minuscules grains de sable qui vont bousculer l'ordre des choses. N'as-tu pas réalisé depuis que tu es ici ? Les limites se dissipent. Ton esprit s'est ouvert à une autre dimension. N'as-tu pas le sentiment qu'au-delà de l'univers, tu t'es échappé dans un autre domaine, où les limites ne sont plus celles du monde et de la matière ? Que veux-tu me faire dire ? Où veux-tu en venir ? De tout cela, je veux te faire comprendre que, petit ou géant, intelligent ou idiot, nous sommes tous dans la même contre-vérité. Nous ne sommes pas dans notre véritable nature. Nous sommes des morts dans ce monde. Mais pour peu que nous en prenions conscience, nous nous éveillons, et alors, nous voyons que nous ne sommes pas à notre place, et nous nous disons qu'il faut sortir de ce rêve et retrouver la réalité. Mais quelle réalité ? Celle que nous ne sommes encore que des fœtus dans le ventre d'une mère qui nous porte depuis la nuit des temps. Mais que dois-je faire pour naître ? Exactement ce que tu fais depuis que tu respires, c'est-à-dire te vouer à l'humanité, retrouver tes racines et te consacrer à retrouver ta moitié perdue. Je regrette de n'avoir pas su dire à Jacques ce qu'il représente pour moi. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Il n'y a pas de regret qui tienne. Il devra te retrouver lorsqu'il sera prêt. Je pense que tu as raison, mais le sommeil m'envahit maintenant. Bonne nuit, Aqualus. Je crois que demain, tu auras trouvé la solution pour réparer le vaisseau. Je pense que cette petite conversation va t'aider. La nuit est courte pour Aqualus. Elle se réveille à l'aube, toute trempée. Elle a eu une nuit si agitée qu'elle en est encore fiévreuse. Aqualus se lève,
car une idée lui est apparue. Elle souhaite la mettre en pratique dans l'instant. Devant un trou dans la coque, où les tôles se touchent à peine, elle ferme les yeux et se concentre. Son esprit s'élève dans la carcasse de son vaisseau, elle pense. La matière est élastique et se rétracte, se contracte suivant l'esprit. La matière est le résultat de mon esprit et doit se plier à ma pensée. Aqualus projette l'idée dans une image mentale et se laisse aller dans un état de paix et de certitude. Ouvrant les yeux, elle fixe la brèche et sa pensée lie les panneaux ensemble, qui s'étirent et se joignent. Ses yeux dégagent des rayons infrarouges et les tôles se fondent et se raccordent. Quelques instants après, Aqualus regarde les pièces refroidies. Elles sont bien soudées. Cléonis s'est réveillé entre-temps et l'a vu faire. Il faut avoir confiance en soi. Voyons le résultat. J'étais inquiète hier, mais maintenant, je sais que notre parcours n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes sincères, qu'avons-nous à craindre? Je t'aime t'entendre ainsi quand tu as confiance. Viens, allons déjeuner. Après s'être restaurée, elle s'attelle au travail, l'une soulevant une partie du vaisseau, l'autre faisant les réparations et les soudures nécessaires. La nuit tombe, mais le travail n'est pas encore terminé. Durant 21 jours, Aqualus et Cléonis travaillent sans relâche pour remettre tout le vaisseau en état. Après tant de jours de travail, Aqualus et Cléonis sont épuisés. Aqualus, c'est moi qui t'ai incité à continuer nos efforts, mais aujourd'hui je suis fatigué et toi tu ne t'arrêtes plus. J'ai le sentiment que tu as surpassé tes limites. Où vas-tu t'arrêter? Je m'arrêterai lorsque mon cœur ne battra plus. Quelle idée! Je dois t'avouer qu'en fait, je suis épuisé. Nous avons travaillé énormément. Le vaisseau est maintenant prêt à s'élever dans l'espace. Dommage que nous ayons perdu la propulsion éthérique, car tout cela ne sert à rien si nous pouvons effectuer des déplacements sidéraux. Je ne suis pas d'accord avec toi, car déjà, si nous pouvons quitter Digger, cela peut nous être utile. Une solution peut s'offrir à nous pour remplacer la propulsion endommagée. N'as-tu pas trouvé le moyen de réparer le vaisseau? C'est vrai. En attendant, comme tu l'avais proposé, reposons-nous. Allons visiter la planète de plus près. Lorsque Aqualus s'installe aux commandes de l'Espérance, son cœur bat à tout rompre. Depuis longtemps, elle n'avait pas eu l'occasion de pouvoir piloter, et elle se rappelle ses moments passés avec ses équipiers, Starker et Jack. Certainement sa vie avait basculé le jour où elle trouva Jack dans sa prison. Cet homme n'est qu'un terrien, mais son cœur a choisi de se lier à lui. Aqualus active le scanner, la fréquence est trouvée. Le vaisseau décolle en douceur dans un silence absolu. Puis Aqualus effectue une rotation sur la gauche et traverse l'immense ciel bleu de toute la zone où elle séjournait depuis des mois et des mois. Elle revient non loin du point de départ. Cléonis reste à côté d'elle sans rien dire. Le vaisseau se pose, sans à-coups, en contrebas de la zone où elle vivait précédemment. Nous avons réussi, dit Aqualus. Je suis sûr que nos amis, eux, aussi réussiront. Ils nous rejoindront, j'en suis persuadé, affirme Cléonis. Et Aqualus aimait cette pensée. Jack Starker, où que vous soyez, recevez toutes mes pensées d'amour pour votre quête. Continuez votre mission. Ne vous laissez pas surprendre, mais surprenez la vie. Devant ce petit bout de cristal, tous sont étonnés, car jamais aucun technicien n'avait entendu parler de cette technique. Pourtant le vaisseau de Novab n'était pas de dernière génération. Il donne à Noès le petit cristal. Mais au même moment, des chocs lourds se font entendre et résonnent partout dans la carlingue du vaisseau. L'alerte est donnée immédiatement. Starker rejoint le poste de pilotage. Jack le suit. Autour du vaisseau, il voit arriver de toutes parts des astéroïdes par l'arrière. Nous sommes dans un trou éthérique, dit Alof Jaman. Que se passe-t-il? Demande Jack. C'est un phénomène rare, affirme Starker. Nous avons été happés par un trou d'énergie qui nous aspire avec tout ce qu'il trouve dans son espace. C'est pourquoi nous sommes percutés par une multitude d'astéroïdes qui prennent la même direction que notre vaisseau. Nous ne dirigeons plus rien en ce moment. Jack visualise le vaisseau sur un des écrans et voit le conquérant tournoyer sur son centre de gravité. Les moteurs sont inutiles. Ils sont comme une plume qui dérive au fil du vent. Les chocs sont rudes sur la coque. Jack demande à Starker. Combien de temps peut durer ce phénomène? Allons-nous pouvoir reprendre le contrôle? Alors Jaman ne peut déterminer la dimension du trou et calculer le temps de passage. C'est impossible, car je ne peux stabiliser l'horizon,
et les fluctuations temporelles nous interdisent tout calcul. Que sont les fluctuations temporelles? Demande Jacques. Dans un trou éthérique, le temps peut se concentrer ou se détendre, suivant la densité de la matière absorbée par celui-ci. Nous pouvons nous retrouver projetés 100 années en avant dans le temps, ou en quelques secondes, vieillir de 100 ans. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Quel que soit le temps passé ici, il y aura un décalage, c'est certain. Le vaisseau dérive depuis plusieurs heures maintenant, et tous attendent. Noès et Novam sont sortis de leur abri avec les autres hommes. Une vie presque normale reprend. La gravitation artificielle est toujours efficace. Tous les techniciens restent en alerte, mais Starker propose à ses amis d'aller se reposer. Jacques, je propose que Novam, Noès et toi alliez vous détendre et trouver le sommeil, car il n'y a pas d'amélioration en vue. S'il y a du changement, je viendrai te chercher immédiatement. Va te coucher. Jacques se couche et s'endort. Bientôt, un rêve l'envahit. Il est gardien de graines d'étoiles. Mais il est soudain réveillé par un bruit énorme. Bien qu'endormi à ce moment, il ressent et entend un choc si violent qu'il se lève immédiatement. Il regarde le chronomètre et voit qu'il n'a dormi qu'1 heure. Malgré ce choc, tout semble encore en place. Il se précipite vers la bibliothèque et y retrouve Noès et Novam, qui, encore sous le choc de l'impact, n'ont pas bougé. Novam demande « Que s'est-il passé? Qu'était ce choc violent ?»« Je ne sais pas, mais maintenant suivez-moi. Rejoignons Starker à son poste. Nous devons comprendre ce qui arrive. » Au poste de pilotage, Jacques trouve Starker paniqué, essayant de multiples manœuvres auprès du CP. Jacques, néanmoins, interrompt son ami pour lui demander « Qu'était ce choc qui nous a fait trembler ?» Starker se retourne, le visage blême, mais avant de répondre, renvoie tous ses hommes contrôler le moteur éthérique qui se trouve à l'avant du vaisseau. « Mes amis, je crains que notre voyage ait trouvé sa fin ici dans ce trou. D'après les paramètres du CP, nous avons perdu le moteur éthérique lors de l'impact avec un astéroïde, certainement pas plus gros qu'un homme. Mais à la vitesse où il nous a frappés, nous aurions pu tous disparaître s'il nous avait traversé au milieu du vaisseau. Hélas pour nous, même si nous ne sommes pas morts, nous ne valons pas beaucoup plus, car notre moyen de transport n'a plus de moteur. Nous allons dériver dans l'infini, sans espoir de retour parmi les nôtres ou ailleurs. Mais, intervient Jacques, il nous reste le moteur gravitique pour nous déplacer. Mon pauvre Jacques, le moteur dont tu parles est conçu pour se déplacer vers une planète proche, à quelques centaines de milliers de kilomètres, mais pour voyager dans l'espace sidéral, il est sans effet, sa vitesse est bien trop faible. Es-tu sûr que le moteur est hors service, irréparable? Je ne sais pas, mais pour cela j'ai fait envoyer nos hommes, pour vérifier. Hélas, quelques instants plus tard, l'équipe revient avec la confirmation que le Conquérant ne repartira plus jamais à travers l'espace. Tout semble bien fini pour nous tous, soupire Starker. Notre route semble bien s'arrêter là. Je suis désolé de vous sembler si pessimiste. Noès à ce moment prend la parole. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Starker, car si nous n'avons plus de moteur malgré tout, nous nous déplaçons peut-être encore à une vitesse considérable grâce au trou éthérique qui nous aspire. Il nous emmène vers une destination encore inconnue que nous ne pouvons déterminer, et je pense, avec certitude, que nous ne devrons faire un constat que lorsque nous serons sortis de ce flux. Noès a raison, car le vaisseau dérive encore durant 4 jours après la collision, mais le 5e, l'espace se détend autour du vaisseau, et leur vitesse s'amenuise. Bientôt ils seront sortis du trou éthérique. Durant ces jours, tous se détendent autant qu'il pleuve, puisque leur destin semble échapper totalement à leur contrôle. Des forces inconnues se sont abrogées ce droit. D'ailleurs, Noès sent en elle que l'enfant a poussé beaucoup plus vite que la normale. Elle ressent déjà les coups qu'il lui porte, comme un fœtus de 4 ou 5 mois le fait. Si les hommes autour d'elle avaient été plus observateurs, ils auraient pu constater que son ventre avait pris quelques rondeurs dans le trou éthérique. Novam retrouve ses amis et leur présente un petit poème qu'il vient de composer. Chers amis, je vais vous lire ces quelques lignes que, sans prétention, j'ai composées. Ces mots résument, pour ainsi dire, toute une vie. Ma jeunesse, je l'ai vécue dans l'allégresse, pendant que mon cœur se noyait dans la tristesse. Je noyais ma vertu dans l'insouciance, pendant que mon âme souffrait dans ma conscience. Mon âme se mit en chasse d'une carapace. Mon triste esprit voulut sortir de l'impasse. Je partis à la conquête de la vérité. Je trouvai la souffrance de l'humilité.
L'espérance me rendit la confiance. La lumière me présenta la délivrance. Je vis la magnificence de l'amour, ma vieillesse récompensée par le retour. Mon cœur fut libéré par la vérité. Mon esprit fut délivré par la liberté. Mon corps, exhumé de l'obscurité entière, rendit à mon Père les clés de la lumière. Noès est ravi et lui dit, peut-être pour lui faire plaisir, « Tu es un véritable poète, Novam, ton cœur est-il toujours plein de merveilles ?» N'exagérons pas, car, d'abord les merveilles, elles furent rares dans ma vie, et poète, je ne le suis que depuis un quart d'heure. Le temps d'écrire ces quelques lignes. Être poète est une vocation, être un artiste un don. Pour ma part, ce ne sont que des idées qui passent dans mon esprit et s'y impriment, et dans mon cœur, l'envie de vous les dire, de partager. Mais, dit Jacques, que croyez-vous que fasse un poète, un écrivain ou un musicien lorsqu'il compose? Ils font comme vous, Novam. Je suis d'accord avec Jacques et Noès. Vous êtes un artiste. Cette conversation s'arrête là, car le second pilote vient chercher Starker. Commandant, nous avons des changements importants sur les scanners, venez voir. Tous se dirigent au poste de pilotage, et face à tous les écrans de contrôle, ils peuvent voir le ciel étoilé, qui, statique, montre que le vaisseau est maintenant immobilisé quelque part dans l'espace. Le trou éthérique est derrière eux. Starker demande au navigateur de faire un point précis sur leur position et de chercher dans leur secteur proche un astre capable de les accueillir. Les investigations prennent quelques minutes, malgré la puissance du CP. Le navigateur donne ses résultats. Nous avons dévié de 40 000 années-lumière de notre position. Par rapport à notre destination, nous nous sommes rapprochés. Mais par contre, la mauvaise nouvelle est que nous sommes maintenant à l'opposé de notre planète mère. Starker lui demande, « D'accord pour tout ça, mais qu'y a-t-il autour de nous? Pouvons-nous trouver une planète d'accueil ?» Le résultat est affiché sur cet écran, dit le navigateur, en pointant 2 points lumineux. Nous sommes dans le champ de cette étoile, éloignée seulement de quelques heures, à la vitesse de la lumière. Elle possède une planète unique. Il nous faut pour la rejoindre 2 jours, avec le seul moteur qui nous reste, mais à condition qu'il ne nous lâche pas, car le moteur gravitique présente des signes de faiblesse depuis l'impact, vous le savez. Jacques regarde Starker d'un air étonné. Tu ne m'avais pas dit que le moteur gravitique avait aussi des problèmes. Le navigateur reprend. Je dois aussi vous dire que d'après la fiche caractéristique de cette planète, elle présente les mêmes dimensions que l'Unis. Son étoile aussi a tous les avantages de la nôtre. La densité est semblable, mais il y a un problème. Lequel? Demande Starker. Il n'y a pas d'atmosphère? Non, bien au contraire. Mais cet astre n'a pas de rotation sur lui-même. Il présente toujours la même face à son étoile. Il y a un côté dans la nuit et un autre dans la lumière. Avez-vous une idée pour pouvoir y vivre quelque temps? Demande Jacques. Starker réfléchit, se retourne vers un de ses hommes plus experts en géologie. Qu'en penses-tu, Idriss? L'homme reprend le diagramme de la planète et ceux de l'étoile. Il semble déjà avoir une idée. Nous devons nous satelliser autour de la planète. Je pense avoir une solution. Starker donne ordre de mettre cap sur la planète. Le premier jour, tout se passe bien. Le deuxième jour, Jacques regarde l'étoile qui a grossi à leurs yeux et dit à Alof Jaman. Quand serons-nous en vue de la planète? Dans 15 heures, nous devrions nous satelliser. Avez-vous déjà rencontré des planètes identiques lors de vos voyages? Ce n'est pas rare, mais nous nous y posons jamais, car leur atmosphère n'est pas composée d'oxygène. À quoi pensait récemment le géologue d'après vous? Il nous le confirmera demain, j'espère, mais je pense qu'il y a peut-être une bande étroite entre nuit et jour, où le climat est tempéré, où nous pourrions nous installer. C'est à souhaiter, sur place la réparation du moteur sera certainement possible. Pour Starker, si nous posons le vaisseau, avec un peu de chance, nous pourrions repartir. Réparer, à condition que les trompes d'Immatière ne soient pas endommagées. Sinon, nous devrons à notre tour faire comme Novam, rester sur la planète jusqu'à ce que, par hasard, d'autres voyageurs viennent nous chercher. Je n'ai jamais entendu parler de trompes d'Immatière, qu'est-ce que c'est? Tu sais que nous utilisons la force de l'éther pour nous déplacer, comme un aspirateur. Nous l'absorbons devant le vaisseau
pour la rejeter à l'arrière pour nous propulser. Donc ces instruments sont des trompes de vide qui souvent vont avaler les terres. Celles-ci sont constituées pour faire un vide absolu. Non plus de matière mais d'énergie, de particules de trous noirs. Vous allez chercher des particules de trous noirs? Mais comment est-ce possible? Non, pas vraiment, mais c'est le nom qu'on leur donne. Mais cette matière étrange a le pouvoir d'absorber toute forme de champ d'énergie. Des hommes sont morts en faisant cette découverte. Cette matière est une création de laboratoire. Elle n'existe pas ailleurs dans l'univers. Dois-je comprendre que si les trompes sont détruites, il ne sera pas possible de le réparer? Donc nous courons le risque de rester ici? Absolument. Mais pour le moment nous avançons. Il sera temps de s'inquiéter le moment venu.